Alors, avant de vous présenter notre invité principal, j'aimerais faire un petit topo, un petit résumé de sa vie, de son expérience personnelle, afin qu'on puisse tous se faire une bonne idée de qui est Jean-Martin Hossan. Excusez. Alors, Jean-Martin Hossan a réalisé de nombreuses études, aussi bien ici qu'en Espagne ou en Angleterre. Il s'est spécialisé en économie. Sur un plan plus professionnel, Jean-Martin a été gestionnaire de portefeuille principal pour investissement PSP, consultant chez Barra International et vice-président de la Morgan Stanley Capital International à Londres, et je ne nomme que les fonctions les plus importantes qu'il a remplies. En 2008, il décide de se lancer en politique sous la bannière du Parti québécois. Il est élu dans le comté de Nicolet-Yamaska. Il s'est lancé en politique pour avancer l'idée de la souveraineté, mais malheureusement, les événements ont fait en sorte qu'en juin dernier, il a décidé de quitter le Parti québécois et quelques mois plus tard, a décidé de fonder le Parti Option Nationale, un parti qui est résolument souverainiste et qui décide de promouvoir l'idée que le Québec doit devenir un pays. Sans plus attendre, j'invite M. Hossan à prendre la parole. Salut tout le monde. Je pense que le titre de la conférence aujourd'hui, c'est « Économie et souveraineté ». Si je ne me trompe pas, donc on va parler pas mal d'économie, mais on va parler de la souveraineté en général aussi. Et juste avant de commencer, pour vous faire une idée de la salle, par applaudissement, qui est déjà souverainiste ici? Et maintenant par huée, qui est fédéraliste? C'est une blague. C'est une blague qui ouvre bien le premier point que je veux toucher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon et de mauvais dans ce débat-là. Il n'y a pas de gens qui n'ont pas encore compris et de gens qui ont compris et qui ont vu la lumière. C'est juste qu'il faut expliquer, à mon sens, clairement aux Québécois pourquoi le Québec a tout à gagner à être un pays plutôt que d'être une province d'un autre pays qui, trop souvent, va lui imposer des choix qui ne seraient pas ceux que le Québec ferait s'il était libre de faire ses propres choix. Donc moi, je rencontre énormément de fédéralistes quand même à travers mes déplacements dans le Québec et il y a un argument que je respecte beaucoup, c'est quelqu'un qui me dit qu'il est attaché au Canada plus qu'au Québec et qui se sent davantage canadien que québécois. À mon sens, on ne peut pas se battre contre cet argument-là, c'est très personnel et très émotif. Il faut respecter ça. Autant que les souverainistes se disent très québécois, si quelqu'un se dit très canadien, il faut le respecter. Par contre, là, ce que j'ai aussi constaté, c'est que la plupart du temps, les fédéralistes ne sont pas fédéralistes par amour envers le Canada. Ils sont fédéralistes parce qu'ils ont été convaincus que le Québec ne pourrait pas être un pays. Donc, c'est souvent par des peurs économiques que ça passe l'argumentaire fédéraliste. Et je suis convaincu que les deux référendums de 80 et 95, on les a perdus à cause de ces arguments de peur-là. À l'époque, ça a commencé avec les pensions de vieillesse. On faisait peur aux personnes âgées en leur disant qu'ils n'auraient pas leur chèque de pension puisque c'est une feuille d'érable qui est sur le chèque. Il fallait simplement leur expliquer que c'est notre argent qu'on envoie en impôt à Ottawa qui nous revient en pension. Donc, le jour où on est souverain, on se paye nos pensions et c'est pas plus compliqué que ça. Et il y a aussi eu des belles mises en scène faites par les fédéralistes, par exemple des camions de la BRICS qui quittaient Montréal vers Toronto et voulaient nous faire croire un certain exode de capitale, alors que les camions étaient vides. On a su par la suite que c'était une mise en scène pour faire peur aux gens et malheureusement ça fonctionne ces jours-là. Donc je pense que sur le plan économique, on a beaucoup de travail à faire pour convaincre nos concitoyens que le Québec non seulement est capable, mais a tout à gagner à devenir un pays. Des arguments qu'on va nous donner souvent reviennent pas mal, c'est souvent les mêmes, la dette, la péréquation, est-ce qu'on pourrait se payer une armée, etc. On ne serait plus dans le G8. Donc on va en attaquer quelques-uns aujourd'hui, puis par la suite, je vais essayer de ne pas parler trop longtemps pour prendre le plus de questions possibles. Je pense qu'il y en a qui ont des cours à midi et demi ou une heure, c'est midi et demi. Donc on va essayer de prendre des questions avant que vos cours commencent pour que vous puissiez poser des questions, ceux qui en ont. Parce que ce qu'il faut faire vraiment, c'est combattre ces peurs économiques-là, et comme je vous disais, c'est souvent les arguments de fin de débat pour un fédéraliste. Il va nous arriver avec la péréquation, par exemple. Le souverainiste ne saura plus trop quoi dire. Et il ne faut pas conclure le débat en disant « Oui, c'est peut-être vrai, mais on devrait avoir un pays quand même. » En fait, ce n'est pas vrai leurs arguments et on devrait vraiment avoir un pays par la suite. Donc, si on commence justement avec la fameuse péréquation. Ça, c'est souvent ce qui clôt le débat pour un fédéraliste. Vous autres, au Québec, vous recevez un chèque de BS du fédéral. Donc, si un jour vous quittez le Canada, vous vous séparez du Canada, vous allez avoir un grand manque à gagner. Mais tout d'abord, vous savez que la péréquation n'existe pas juste au Canada. Ça existe dans bien des pays de l'OCDE, qui est le regroupement des pays riches de la planète. Et la péréquation canadienne, premièrement, pour parler de cette péréquation-là en tant que telle, est l'une des moins généreuses dans le monde, dans tous les pays où il y a de la péréquation. C'est-à-dire que la redistribution de certains revenus vers d'autres régions qui ont moins de revenus est l'une des plus pauvres au Canada, une des moins généreuses. Mais
C'est pas ça l'argument. Le vrai argument, c'est qu'on n'en dépend pas du tout de cette péréquation-là. Et pourquoi je dis ça? Parce que le jour où on sera un pays, le simple fait de ne plus payer pour tous les dédoublements de ministères, vous savez qu'on a 2 ministères de tout au Québec, parce qu'il y en a un Canadien et un Québécois. Et ça, on paie en double toute la structure gouvernementale qu'un pays normal ne paie qu'une fois. Et ce jour-là, où on aura un seul pays qui s'appelle le Québec et qui a un seul ministère dans chaque domaine, c'est des milliards qu'on va sauver à travers cette économie-là, cette restructuration-là. Et la péréquation paraîtrait bien futile en comparaison à ça. Donc la péréquation, c'est une sorte de compensation partielle pour les coûts encourus d'appartenir au Canada. Et je vais vous donner un seul exemple d'un programme sur lequel on épargnerait beaucoup. Vous allez commencer bientôt, si ce n'est pas déjà fait, à faire des rapports d'impôts, payer des taxes. Bien, on est les seuls au Québec à faire 2 rapports d'impôts. Partout ailleurs, ils en font un seul. Au Québec, on en fait un pour le Québec et un pour le fédéral. Et juste ça, ça coûte 800 millions de dollars chaque année en plus au Québec. Juste le fait d'avoir 2 rapports d'impôts, c'est 800 millions annuellement. Donc, c'est récurrent, c'est pas une fois. Chaque année, 800 millions de dollars sont gaspillés dans le fait qu'on doit remplir 2 rapports d'impôts au lieu d'un seul. Donc, imaginez si on regardait dans tous les ministères où il y a des dédoublements, à quel point on sauverait de l'argent et que la péréquation, en bout de ligne, on n'en aurait pas besoin. Et la réalité de la péréquation aujourd'hui, c'est tout simplement que les provinces qui ont du pétrole contribuent et les provinces qui n'ont pas de pétrole en reçoivent. Donc, ce n'est pas vraiment des riches aux pauvres, c'est que ceux qui ont eu la chance d'avoir du pétrole sur le territoire ont évidemment une capacité fiscale accrue, parce que le pétrole est la denrée la plus en demande sur la planète en ce moment, à peu près. Donc, ceux-là ont plus de capacité fiscale et contribuent au système de péréquation, et les provinces qui n'ont pas de pétrole et qui n'en exploitent pas, bien, en reçoivent. Donc, il y a à peu près Alberta et Terre-Neuve qui contribuent, et toutes les autres provinces reçoivent la péréquation. Autre chose à souligner, parmi celles qui en reçoivent la péréquation, donc parmi toutes les provinces qui n'ont pas de pétrole, on entend souvent dire qu'on est les plus grands récipiendaires, qu'on est les plus grands quêteux, entre guillemets. Alors que per capita, par personne, on est ceux qui en recevons le moins. Si on exclut l'Ontario, qui vient de commencer à en recevoir il y a 2 ans à peu près. Donc, dans toutes les provinces qui en reçoivent, par personne, le Québec est celui qui a le plus petit chèque. Donc, on n'est pas des pauvres quêteux au Canada. Ce que les fédéralistes utilisent, c'est le montant global. Ils disent, vous recevez tant de milliards sur votre chèque. Évidemment, on est 8 millions de Québécois. Multiplier un petit chiffre par 8 millions, ça fait un gros chiffre. Mais dans toutes les autres provinces où les populations sont minuscules, le montant du chèque par personne est beaucoup plus élevé qu'au Québec, mais même globalement, ça donne un plus petit chiffre que pour le Québec. Donc, il ne faut pas se faire tromper par ces arguments-là fédéralistes qui sont très fallacieux, en fait, qui coupent court aux arguments qui vont jusqu'au milieu de la phrase et qui ne disent pas la totalité de la réalité par la suite. Un autre exemple de ça, c'est la fameuse dette. Quand on nous dit que si jamais on voulait être un pays et se séparer du Canada, il faudrait qu'on assume notre part de la dette canadienne. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire dans la même phrase, c'est que oui, mais on aurait aussi une partie des actifs canadiens qui nous seraient donnés en compensation, sous forme monétaire, bien sûr. On n'a pas grand-chose à faire de l'édifice fédéral à Vancouver, mais on l'a payé, cet édifice-là. Quand on envoie des impôts à Ottawa, chaque année, on envoie 50 milliards d'impôts à Ottawa, le Québec. Donc, ça sert à bâtir tous les édifices gouvernementaux, les centres de recherche, ça sert à payer l'armée, etc. Donc, les Québécois ont contribué à bâtir tout ce qui est hors Québec dans le Canada. Donc, si jamais, comme pays indépendant, on était raisonnable et qu'on assumait notre part de la dette fédérale, il faudrait qu'eux soient raisonnables et nous donnent notre part des actifs qu'on a payés et qui sont maintenant chez eux. Ça, les fédéralistes ne vous le diront pas très souvent, mais c'est la réalité quand même. Et quand il y a des supposées simili-études qui sortent dans les journaux, qui disent que le Québec est tellement endetté qu'on n'est pas loin de la Grèce, ça, c'est absolument pernicieux comme argument, c'est totalement faux. Le Québec n'est pas plus endetté que la moyenne des pays riches de la planète. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y faire attention aux finances publiques, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y voir au plus vite, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est un frein au fait de devenir un pays, parce que sinon, tous les pays qui sont plus endettés que nous, qui seraient déjà des pays, seraient tous des imposteurs et devraient devenir des provinces le temps d'éliminer leur dette. C'est un argument qui n'a pas de sens. Donc, le Québec n'est pas plus endetté en termes de dette nette que les pays riches de la planète. Donc, on est légèrement sous la moyenne des pays riches de la planète. Et quand on nous dit qu'on est près de la Grèce, la meilleure façon de voir que c'est faux, c'est en regardant les marchés financiers. Je viens de ce milieu-là, moi. Et sur les marchés financiers, les gens s'en foutent un peu du débat fédéral-provincial. Ils s'en foutent un petit peu de ça. Tout ce qu'ils veulent quand ils prêtent de l'argent à un État, c'est revoir la couleur de leur argent. Donc, vous pouvez être sûr qu'ils vont charger le taux d'intérêt qu'ils pensent être le plus approprié pour le risque qu'ils prennent quand ils prêtent à un État. En ce moment, le Québec peut emprunter sur 10 ans pour 3-4 % d'intérêt seulement, ce qui est exactement comparable aux pays les plus riches et les plus solides sur le plan fiscal. La Grèce, c'est des 30-40 % que ça coûte emprunter sur 10 ans en ce moment.
Donc vous voyez que les marchés financiers ils sont ni partisans du fédéralisme, ni partisans de la souveraineté. Eux, on peut se dire qu'ils chargent à peu près le prix que le risque représente. Et le Québec est pricé, en bon français, c'est ce qu'on dit en finance, comme un pays fiscalement très solide en ce moment. Donc, cet argument-là de la dette n'est absolument pas un argument qui serait un frein à ce que le Québec soit un pays. Au contraire, quand on se compare aux pays riches de la planète, on est en très bonne situation là-dessus. Encore une fois, j'insiste, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas assainir nos finances publiques. Les dernières années ont été assez néfastes là-dessus. Le député de Sherbrooke y a bien contribué d'ailleurs. Je ne vais pas faire de partisanerie ici, mais il n'est pas bon. Ceci dit, c'est quelqu'un de bien sympathique, mais je suis en désaccord avec beaucoup de ses politiques. Et donc, cette dette-là que le Québec a et dont il doit prendre soin, évidemment, il faut réduire la dette. Il faut aussi que la dette qu'on ait, une dette publique, soit une bonne dette qu'on appelle, c'est-à-dire que ce soit des investissements et non que ce soit des dépenses courantes. C'est la différence pour ceux qui étudient l'économie ici entre un déficit structurel et un déficit conjoncturel. Quand c'est conjoncturel, ça veut dire, par exemple, quand il y a une récession, l'État va investir un peu plus pour soutenir l'économie, ça dépend de la conjoncture. Et c'est bien de faire ça. Mais quand c'est structurel, c'est-à-dire que même en période de croissance, les gouvernements n'arrivent pas à boucler leur budget dans le positif, c'est là qu'il y a un problème. Et ces dernières années, au Québec, ça a été le cas. Même avant la crise de 2008, le Québec était en déficit structurel, ce qui veut dire que le gouvernement en place ne faisait tout simplement pas son boulot de bien équilibrer les finances publiques. Et il faut y voir au plus vite, parce qu'au cours des dernières années, le gouvernement actuel a endetté le Québec de 50 milliards de dollars depuis 2003. C'est un record historique. Je ne dis pas que n'importe quel autre gouvernement aurait fait 1000 fois mieux, c'est pas ce que je dis. La partisanerie, j'ai toujours détesté ça. Mais les faits sont que ce sont eux qui sont au pouvoir et ils n'ont pas fait le travail. Donc ça ne donne rien de dire qu'un autre n'aurait pas fait mieux. Eux n'ont pas bien fait non plus. Bref, si vous voulez mon avis, votez pour autre chose aux élections qui approchent. Autre argument, la richesse des Québécois. Ces temps-ci, c'est pas mal à la mode de la part d'une certaine droite. Et d'ailleurs, je suis très heureux du livre de Jean-François Lisée, que vous connaissez peut-être ici, qui est le même genre d'argument que moi, qui va très factuel et qui démontre les mythes que les fédéralistes et les gens de droite veulent nous entrer dans la tête. Donc, on entend beaucoup ces temps-ci que les Québécois sont tellement moins productifs, tellement moins riches, tellement moins bons à tout que leurs voisins et que presque la planète. Ça en est presque déprimant. Moi, je pense que c'est pas en vain que ce message-là est lancé par ces gens-là. Les fédéralistes, évidemment, s'ils réussissent à convaincre les Québécois qui sont des pas bons, ça rend personne vraiment enthousiaste à se faire un pays. Ils aiment mieux rester au Canada puis se faire aider, entre guillemets. Et les gens de droite qui veulent tout réformer, c'est évident qu'ils ont avantage à dire que tout va très mal parce qu'ils se présentent comme des grands réformateurs. Donc, il y a toujours une base politique à ce discours-là qui est totalement faux. Parce qu'encore une fois, si on regarde les faits, les Québécois sont loin d'être moins riches que leurs voisins. Et là, je parle des Québécois, vous et moi. Là. Parce que ce que les gens de droite et les fédéralistes utilisent comme chiffres, c'est des chiffres très simplistes. Ils vont par exemple dire le PIB per capita américain est plus élevé que le PIB per capita québécois. C'est vrai, c'est pas faux. Mais ça ne veut pas dire que chacun des Américains est plus riche que chacun des Québécois, parce que ça, c'est archi faux. 99% des Québécois vivent mieux que 99% des Américains en termes de niveau de vie. La différence, c'est que les ultra-riches, le 1% aux États-Unis, sont tellement ultra-riches de façon obscène qui font monter la moyenne quand on divise simplement per capita, quand on fait un calcul de richesse per capita. Ils sont tellement riches en haut de l'échelle qu'ils font gonfler la moyenne. Et là, les gens de droite ou les fédéralistes utilisent ça pour dire qu'on est plus pauvre qu'eux. Mais comme je le disais, 99% du peuple québécois vit mieux que 99% du peuple américain. Et pour vous illustrer à quel point les ultra-riches sont tellement ultra-riches et plus riches que partout sur la planète, pas juste ici, ça prend 12 personnes aux États-Unis, 12 individus, pour équivaloir à l'économie entière du Québec, de 8 millions de personnes. Donc ces 12-là valent à peu près 330 milliards de dollars, qui est notre PIB annuel actuellement au Québec. À l'autre extrême, par contre, parce que tout le temps, deux côtés de médaille, aux États-Unis, l'an passé, il y a 50 millions de personnes, c'est-à-dire plus de 6 fois notre population entière, qui ont eu besoin de coupons alimentaires d'urgence pour manger. Donc, dans un pays où les ultra-riches le sont de façon obscène, et où il y a 50 millions de personnes qui ne mangent pas, c'est pas tellement le modèle de richesse que le Québec devrait viser. Donc, quand on fait des calculs simplistes comme ça, ça nous fait rater toute la réalité en dessous du chiffre. Donc, quand on divise simplement richesse nationale par le nombre de personnes, ce chiffre-là ne veut rien dire. Et je le répète encore une fois, 99% des Québécois vivent mieux que 99% des Américains. Autre exemple, la principale raison de faillite personnelle aux États-Unis,
c'est encore les soins médicaux. Quelqu'un fait un accident de voiture, il n'y a pas d'assurance, il perd tout parce qu'il faut qu'il paye son hôpital. Ici, on s'est donné un système public, universel. Oui, il y a certains problèmes à améliorer, à régler, mais ça ne veut pas dire que tout est mieux ailleurs. Et c'est ce que, malheureusement, les gens de la droite, les fédéralistes, vont souvent essayer de nous inculquer pour qu'on se trouve vraiment ordinaire et que ça ne nous donne aucun élan de vouloir faire quelque chose de notre destin. Bien, c'est l'inverse. Quand on regarde les chiffres, la réalité, le Québec, comme simple province, avec une main attachée dans le dos, a vraiment atteint des niveaux de développement et de richesse incroyables pour une simple province, encore une fois, dans un pays qui décidait souvent de faire autre chose avec ses propres taxes. Donc imaginez si le Québec, depuis tout ce temps-là, avait décidé lui-même de ce qu'il développe, que ce soit sur le plan économique, culturel ou quel qu'il soit, à quel point on serait encore plus avancé qu'on ne l'est maintenant. Et un des obstacles principaux à la souveraineté du Québec, à mon avis, c'est le confort relatif des Québécois. On est bien ici. On vit pas mal. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on se trouve chanceux d'être né ici. Mais il ne faut pas se comparer aux plus pauvres pour dire qu'on a tout ce qu'il faut. Il faut se comparer à notre propre potentiel. Il faut se comparer à ce qu'on pourrait être si on était libre de décider nous-mêmes dans tous les champs d'activité. Et là, on se rend compte qu'on a beaucoup à gagner au Québec à devenir un pays. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et tous ces arguments-là, fédéralistes, qui sont souvent, comme je vous le disais, faux à la base, et sur lesquels ils s'appuient pour dire aux Québécois qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour devenir un pays, c'est ça que je veux combattre à temps plein, moi, parce que c'est encore ça, je pense, qui retient beaucoup de Québécois de voter oui ou de vouloir qu'un parti souverainiste revienne au pouvoir pour faire du Québec un pays. Et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai quitté le Parti québécois aussi, pour faire un lien avec la présentation de tantôt. Quand je me suis présenté en 2008, le véhicule évident pour les souverainistes, c'était le Parti québécois à l'époque. Mais une fois à l'intérieur, je me suis rendu compte que même si tous mes collègues du Parti québécois sont aussi souverainistes que moi, j'en ai jamais douté et je dirais jamais le contraire, je suis convaincu qu'ils le sont tous. Sauf que la direction du parti a envoyé un drôle de message à la population. Quand vous dites que la souveraineté est urgente et nécessaire, mais on la fera si le moment est opportun. Il y a quelque chose qui cloche dans la logique de ce message-là. Si c'est urgent et nécessaire, le moment opportun, c'est maintenant. C'est pas un jour quand la population le demandera dans les sondages. Et je pense que des leaders souverainistes ont le rôle de convaincre les gens d'être d'accord avec leur option, plutôt que de dire parlons d'autre chose en attendant et attendons que les gens viennent naturellement vers nous. Je pense que c'est une abdication de leadership, ça. Les chefs souverainistes doivent tenter de convaincre la population de leur option, du bien fondé de leur option. Et c'est ce que malheureusement j'ai trouvé au PQ, c'est ce que j'ai trouvé qui au PQ avait disparu malheureusement. C'est pour ça que j'ai quitté en juin. On s'est posé ensuite la question à savoir est-ce qu'il fallait créer un véhicule vraiment souverainiste et clairement souverainiste. J'ai eu des rencontres avec 100 personnes, sinon plus, cet été, en groupe parfois, d'autres fois individuellement. Et toutes ces discussions-là nous faisaient conclure qu'il en fallait un nouveau parti souverainiste au Québec, un parti vraiment souverainiste. Ceci dit, ce n'est pas un petit projet personnel, c'est pas pour être chef de quelque chose, c'est pas pour avoir un parti à nous puis le chérir de façon partisane comme les vieux partis ont tendance à faire. Et pour vous prouver ça d'ailleurs, dans nos statuts, Option nationale, dans les statuts même du parti, il est écrit que si un jour un autre parti en venait à avoir un message suffisamment similaire, on voudrait collaborer, voire fusionner avec ce parti-là. Parce qu'à un même message, il faut qu'il y ait un seul parti, sinon ça n'a pas de sens. Ça, c'est une division du vote. Mais quand les messages sont différents, je pense qu'on doit à l'électorat d'avoir une option clairement souverainiste qui dit si vous votez pour nous, on enclenche telle et telle chose qui feront en sorte que le Québec sera un pays avant longtemps. Sinon, si on attend toujours que le moment soit opportun et que les sondages soient favorables, il y a un problème de leadership là-dedans et il y a aussi un problème médiatique. Parce que je n'ai pas besoin de vous convaincre que les grands conglomérats médiatiques ne sont pas les plus pressés à voir le Québec devenir un pays. Je dirais même le contraire. Il y en a beaucoup qui ont des intérêts fédéralistes évidents. Il y en a d'autres qui se prétendent neutres, mais des fois on regarde la couverture en faveur de M. Legault et on se demande s'ils sont neutres ou non. Parenthèse sur M. Legault, lui, il a l'inverse de notre problème médiatique. Quoi qu'il fasse, il est en première page, il est à la une du téléjournal, le TVA. Il n'y en a que pour lui, même si c'est juste une rencontre où il ne s'est rien discuté et rien décidé. Donc, à un moment donné, j'avoue qu'on joue à armes inégales sur ce plan-là. Le plan médiatique, c'en est un sur lequel il va falloir redoubler d'ardeur sur tout ce qui est blog, site web, Facebook, Twitter et compagnie, parce que les médias traditionnels n'ont pas le réflexe de nous couvrir. Pour plus d'une raison. La première, c'est que je pense qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir Option nationale à l'esprit. L'habitude, c'est PLQ, PQ. Et là, ils commencent à couvrir un peu Québec solidaire. La CAQ leur est sauté d'en face, donc il n'y a pas eu le choix de couvrir. Mais de plus en plus, j'espère qu'ils vont, disons, acquérir le réflexe de couvrir Option nationale aussi, parce que notre plateforme, pour ceux qui ont eu l'occasion de la lire, a énormément de propositions là-dedans qui sont très audacieuses pour le Québec. Il y a la souveraineté dans l'article 1, évidemment,
mais le reste de la plateforme est extrêmement audacieux. Il y a entre autres un point qui vous touche de très près, qui est la gratuité scolaire de maternelle au doctorat. Ça, je pense que c'est le meilleur investissement qu'une société puisse faire en elle-même. Ce n'est pas une dépense. Les gens de droite vont encore dire où tu vas prendre l'argent. Mais quand on a une vision économique de plus long terme que la prochaine élection ou le prochain trimestre, dans le cas d'une compagnie, on se rend compte que la gratuité scolaire dans tous les pays où ils l'ont mise en application, parce que ce n'est pas une révolution québécoise, là, ça existe déjà en Scandinavie dans la plupart des pays, ils ont trouvé que c'était très profitable parce que les gens sont mieux formés, vont plus loin dans chacun de leurs domaines, ont donc des salaires plus élevés, paient donc plus d'impôts, et ces impôts accrus-là payent pour beaucoup plus que ce que ça a coûté pour la gratuité scolaire. Donc, quand on a une vision économique de long terme et qu'on pense vraiment aux intérêts collectifs, plutôt que d'avoir une vision de très court terme et qu'on pense en termes électoraux ou électoralistes, on est pour la gratuité scolaire. Donc, c'est juste un exemple des points qu'il y a dans la plateforme. Ceux qui ne l'ont pas lu, optionnationale.org. Je vous invite à aller vous exciter avec cette plateforme-là. C'est vraiment... vous n'en reviendrez pas. D'autres arguments fédéralistes qu'on entend souvent aussi, qui sont reliés au plan économique, il y a entre autres l'armée, la fameuse armée. Est-ce qu'on aurait les moyens de se payer une armée au Québec? Premièrement, oui. On est plus riche que 90% des pays de la planète, notre économie. Donc, je pense que tous ces pays-là en ont une armée, on pourrait s'en payer une. Mais deuxièmement, on en a déjà une. On a payé 20 à 25% de l'armée québécoise avec nos taxes, canadienne, pardon, avec nos taxes et nos impôts. Ça nous appartient. Ce n'est pas un cadeau qu'on leur laisserait si on devenait un pays. Donc, on aurait déjà accès à ça, ou on serait compensé à la hauteur de ce que ça vaut, encore une fois, pour venir compenser la dette qu'on assumerait à la hauteur de ce qu'on devrait assumer. Donc, l'armée, on y a déjà contribué depuis sa fondation au Canada, avec nos taxes et nos impôts. Donc, on a tout ce qu'il faut pour avoir une armée. Et comme je vous le disais, on est plus riche que 90% des pays de la planète, déjà comme simple province. Donc, s'il y a quelqu'un qui doute qu'on pourrait se payer tout ce que les autres pays ont, bien, c'est faux. On aurait les moyens de se payer ça facilement. Sur le plan aussi de la force économique, on entend souvent dire, comme je vous le disais tantôt, qu'on n'est pas assez riche, pas assez développé, pas assez fort. Bien, le Québec, en tant que territoire, je vous l'ai mentionné, il y a 90% des pays qui nous regardent d'en bas. On est plus riche que déjà tous ces pays-là. Sur le plan du territoire, on est plus grand aussi que presque 100% des pays de la planète. On a 1,5 million de kilomètres carrés comme territoire. C'est peut-être abstrait comme ça, mais pour vous illustrer, c'est 3 fois plus grand que la France. Et en Europe, vous savez, l'Union européenne, c'est 27 pays. Si vous en prenez 22 ensemble, 22 des 27 pays de l'Union européenne sont encore plus petits que le Québec, mis ensemble. Donc notre territoire est immense, il est recouvert de ressources naturelles en plus. On a une richesse dans notre sous-sol phénoménale et très enviée du reste de la planète. Il faut donc avoir confiance en notre potentiel de devenir un pays. Même sur le plan de la population, on est rendu là, on est 8 millions de personnes, on est plus populeux que la majorité des pays du monde. Ça surprend bien des gens. Je pense qu'on serait un petit peuple en nombre, mais c'est même pas vrai. Des 193 pays à l'ONU, il y en a 105 dont la population est plus petite que la nôtre. Donc, on est plus populeux que la majorité des pays dans le monde. Il n'y a plus un argument qui puisse nous faire croire qu'on n'est pas assez grand ou assez fort ou assez prêt à devenir un pays. Et c'est ces arguments-là qu'il faut faire entendre à tout le monde, parce que même dans ma propre famille, il y a sûrement quelque part un fédéraliste qui pense qu'on n'est pas capable. Dans la famille de tous ceux qui ont applaudi tantôt, il y en a sûrement aussi qui pensent encore, qui ont encore des doutes à savoir est-ce que le Québec peut devenir un pays ou non. Il faut en parler à ces gens-là. C'est la seule façon de faire avancer le projet et d'élargir le cercle des fédéralistes, des souverainistes, pardon. Parce que si on se parle toujours dans des conférences et des salles remplies de souverainistes, c'est le fun, ça nous recraint, ça nous motive, mais ensuite, il faut élargir le nombre d'électeurs et d'électrices qui veulent que ça se fasse. Et si dans les sondages, on entend tout le temps que les priorités sont ailleurs, c'est vrai, encore une fois, les gens pensent plus à l'urgence, à l'école et aux routes et aux viaducs qui leur tombent dessus qu'à la souveraineté quand ils se réveillent le matin. C'est pas faux, mais ce qu'il faut leur expliquer, c'est que la souveraineté va nous aider à mieux régler tous ces problèmes-là parce qu'on va avoir plus de moyens pour le faire. Donc la souveraineté, c'est très concret comme projet. C'est pas un objectif de poète rêveur. C'est vraiment très concret, c'est de se dire qu'on va avoir tous les moyens, enfin, pour décider de comment on veut régler nos problèmes. Et si on s'était dit ailleurs dans le monde qu'il fallait régler tous les problèmes d'un pays avant qu'il soit un pays, il n'y en aurait pas de pays. Il y en aurait zéro parce que tous les pays du monde ont des problèmes à régler tous les jours. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces pays-là veulent régler les problèmes selon leurs solutions et leurs objectifs, ou est-ce qu'ils se font imposer des solutions par un gouvernement qu'ils n'ont même pas élu? Et c'est là le problème du Québec. Mathématiquement, le Québec n'élira plus jamais le gouvernement du Canada. Ils l'ont prouvé la dernière fois, d'ailleurs, ils n'avaient pas besoin du tout du Québec pour entrer majoritairement. Et mathématiquement, le gouvernement
fédéral qui siège hors Québec à Ottawa, en Ontario, est élu aux 3/4 par des non-québécois, par des gens qui ne connaissent pas le Québec, qui viennent jamais, qui ne vivent pas au Québec, qui ne sont pas très intéressés au Québec. Donc, tant que c'est un gouvernement qu'on n'élit même pas nous-mêmes, qui va décider pour nous de ce qu'il fait avec nos impôts, vous pouvez être certain que ça va être loin d'être optimal pour le Québec. Tant que c'est ce gouvernement-là qui va nous imposer des lois, notamment les lois criminelles, on l'a vu récemment avec la loi C10, tant que ces lois-là qui nous régissent vont être choisies par quelqu'un d'autre que nous-mêmes, ça ne marchera pas. Tant que les traités internationaux qui sont signés en notre nom et qu'on nous impose et qu'on doit respecter par la suite, tant que ces traités-là sont signés et négociés par un autre gouvernement que le nôtre, ce ne sera pas optimal pour le Québec. On est capable de faire ces trois choses-là. Loi, impôt, traité, c'est ce que j'appelle le LIT. LIT, il faut que le Québec fasse son lit. Il faut qu'on contrôle ces trois secteurs-là. Et là, on sera en moyen de se développer à notre plein potentiel. Et croyez-moi que ceux qui veulent réformer le fédéralisme, comme je dis souvent, c'est futile d'essayer d'améliorer les aptitudes d'un autre peuple à bien nous gérer. Il faudrait à un moment donné qu'on se prenne en main, qu'on se gère nous-mêmes. Il ne faut pas essayer de réformer le fédéralisme. Il faut que les Canadiens se développent comme ils le veulent. Il faut que les Québécois se développent comme ils le veulent. Et on sera les meilleurs voisins du monde. Donc, je reviens à ce que je disais au tout début. Ce n'est pas une lutte entre les bons et les méchants. On n'est ni meilleur ni moins bon que nos voisins, mais on est nous-mêmes. Et si on veut être nous-mêmes, il faut qu'on décide nous-mêmes de ce qu'on devient. Tant que ce n'est pas le cas, on ne sera jamais à notre plein potentiel. Et je pense qu'il est grand temps qu'on le soit. Et deux arguments pour finir avant de prendre des questions. Chez les jeunes comme vous, il y a des sondages qui disent que vous êtes un peu détachés de la souveraineté parce qu'il y a la mondialisation et que la cause environnementale passe avant. Ce sont deux excellents arguments pour la souveraineté. La mondialisation fait en sorte que toutes les grandes décisions qui vont affecter le Québec dans les années qui viennent vont être prises à des forums et des tables internationales. Donc, si le Québec n'est pas assis à ces tables-là pour jaser de ses intérêts et de ses avantages et de ce qui peut le désavantager dans un certain traité, par exemple, tant qu'on ne parle pas en notre nom, nos intérêts ne seront pas protégés. Ce n'est pas Ottawa qui va protéger nos intérêts parce que dans bien des dossiers, ces intérêts sont divergents des nôtres. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils sont moins bons ou meilleurs, c'est qu'ils sont différents. Donc, soyons nous-mêmes assis à ces tables-là dans la mondialisation et décidons nous-mêmes non seulement de ce qu'on veut accepter chez nous, mais de ce qu'on veut influencer à l'extérieur aussi. Vous savez, quand il y a des votes à l'ONU ou à l'OMC ou sur Kyoto, par exemple, il n'y en a pas trop des voix raisonnables et le Québec serait une voix raisonnable de plus à ces tables-là. Et je pense que même le Québec en bénéficierait évidemment de la souveraineté, mais il y a même la scène internationale bénéficierait d'avoir un pays raisonnable de plus à ces tables-là. Et le deuxième point, c'était l'environnement. Bien, vous avez vu récemment que le Canada, après avoir signé Kyoto, a simplement renié sa signature, ce que le Québec ne voulait pas, unanimement à l'Assemblée nationale, sans aucune partisanerie, qu'on soit rouge, bleu ou orange. C'était vraiment unanime. Le Québec ne devrait pas se retirer de Kyoto, mais on n'avait pas un mot à dire. Nous sommes une simple province du pays qui décide pour nous pour l'instant. Et d'ailleurs, le plan économique et le plan environnemental sont intimement reliés. Il y a des bourses du carbone qui vont s'installer un peu partout dans le monde dans les années à venir. Un pays comme le Québec serait bénéficiaire de ça à coût de centaines de millions, voire de milliards de dollars en crédit de non-pollution qu'on pourrait vendre aux pays ou aux industries qui en ont besoin. Alors que comme simple province du Canada polluable, on paye notre quote-part par habitant, disons, de la pollution canadienne. Donc, c'est des milliards de différences entre un Québec pays qui bénéficierait de sa relative propreté sur le plan industriel et un Québec simple province au sein du Canada qui, lui, est un pays pollueur à cause des sables bitumineux. C'est des milliards de différences, encore une fois, pour une cause qui, au départ, peut sembler simplement morale sur le plan de l'environnement. Mais sur le plan économique aussi, la cause environnementale milite fortement en faveur d'un Québec souverain. Non seulement pour les dollars, mais aussi, comme je vous le disais, parce que le Québec aurait respecté Kyoto, j'en suis convaincu. Donc, ce serait une voie raisonnable de plus. Et dans ce secteur-là, le Canada n'est plus vu comme un pays raisonnable. Il gagne les prix citron à peu près toutes les grandes réunions environnementales du monde actuellement au Canada. C'est pas une blague. Ils arrivent derniers, ils sont mentionnés dans à peu près tous les galas dérisoires, disons, pour donner des prix aux mauvais étudiants. Et disons que la réputation sans faille du Canada disparaît peu à peu sur la scène internationale. J'imagine qu'il y a des fédéralistes ici qui n'aiment pas Stephen Harper, c'est très, très possible. Il y a des souverainistes qui n'aiment pas les chefs souverainistes aussi. Il faut voir la cause avant la personne, évidemment. Mais je pense que Stephen Harper, dans ses décisions très unilatérales, encore une fois, illustre très bien le fait que le Québec se fait imposer des choses qu'il ne voudrait pas s'il y avait le choix de dire oui ou non à tel ou tel dossier. Donc la souveraineté est urgente. C'est pour ça que le moment opportun pour la faire, c'est maintenant. C'est pour ça que même si on est un nouveau parti Option nationale et que réalistement, on ne prendra pas le pouvoir aux prochaines élections,
Si ça arrive, ce serait une surprise assez grande pour bien des gens. Moi le premier. Mais c'est pas parce qu'on ne pense pas prendre le pouvoir dans 3 mois ou 6 mois qu'il faut se dire que c'est futile de militer dans un parti ou de militer pour les arguments d'un parti. Quand René Lévesque a fondé le Parti québécois en 1968, il avait été élu comme libéral. Il a suggéré des choses dans le caucus, il s'est fait dire « il n'en est pas question ». Il a quitté le Parti libéral, a siégé comme indépendant un certain temps, a fondé son parti par la suite. Je ne dirais pas qui m'a inspiré. Mais il a fondé le Parti québécois et même lui, René Lévesque, qui était à peu près la personnalité la plus connue et reconnue au Québec avec son émission Point de mire, tout le monde le connaissait, c'était une vedette, René Lévesque. Même lui, qui était chef de son nouveau parti, a perdu 2 élections avant d'être élu dans son propre comté. Donc le PQ a été fondé en 68. En 70, aux élections générales, ils ont fait élire 7 députés, mais Lévesque n'en faisait même pas partie. En 73, ils ont fait élire 6 députés. Lévesque n'en faisait même pas encore partie. Il était battu chez lui. Et finalement, en 76, il a été élu. Ils ont pris le pouvoir. Et la suite, vous connaissez la suite de l'histoire. Mais bref, quand on croit à une cause et qu'on a des convictions profondes, il faut se battre, même si les sondages disent qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va rentrer. Ce n'est pas en abandonnant devant un sondage que nos convictions avancent et prennent du poids, disons, dans la société. C'est en y croyant et en continuant. Donc, je vous invite vraiment à militer pour vos convictions. Si elles sont fédéralistes, vos convictions, venez me voir après pour qu'on jase. Si elles sont souverainistes, lâchez pas, parlez-en à vos amis, à vos familles. Ce n'est pas un député ni un parti qui va faire la souveraineté, c'est vraiment la population qui va en parler à tout le monde, et que les gens vont s'entendre que c'est ce qu'il y a de mieux pour le Québec. Donc, je vous dirai à tout le monde au travail. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? J'espère qu'il y a des questions. Oui? Oui, il n'y a pas si longtemps, il y a environ 2 ans, j'ai vu une conférence de vous alors que vous étiez au Parti québécois et à ce point, vous défendiez le plan Marois. Depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez changé complètement d'idée? Ça s'appelait l'ABCD, c'était Hassan, Blanchette, Cloutier, Drainville. On faisait la tournée du Québec et c'est pas moi qui défendais le plan Marois dans ces conférences-là, vous pourrez aller voir les vidéos. Mais en fait, vous savez, la gouvernance souverainiste, ça n'exclut rien. Ça n'exclut pas du tout qu'il puisse y avoir un référendum dans un premier mandat, la gouvernance souverainiste. Ça n'exclut rien, mais c'est tellement flou. Comme disait M. Parizeau, il y a un flou artistique immense qui entoure ça, que je trouve que c'est pas assez clair. Et moi, je trouve que l'électorat mérite, de la part de ses chefs, des messages clairs. Quand M. Charest vous dit « Votez pour moi, on va rester une simple province », vous savez que c'est vrai. Il y a personne qui se demande est-ce que si le moment est opportun, est-ce qu'il va devenir souverainiste après. Donc, il n'y a personne qui doute de cette clarté-là sur le côté fédéraliste. Sur le côté souverainiste, on mérite la même chose. Il faut qu'un parti dise clairement aux gens, votez pour nous, on va enclencher telle et telle chose pour être un pays, et voici pourquoi vous devriez être d'accord avec le fait qu'on enclenche ça. Donc, le fait d'être clairement souverainiste, ça force les chefs à en parler clairement, et ça les force à convaincre les gens de ça. Et ce que j'ai vu, moi, malheureusement, au Parti québécois, c'est qu'il y avait un certain réflexe de la part de la direction de ne pas trop en parler pour ratisser plus large dans l'électorat, pour aller chercher des fédéralistes déçus, des libéraux, ou aller chercher des souverainistes qu'on appelle moins convaincus ou indécis, je n'aime pas le mot mou, mais aller chercher plus de monde en parlant moins de souveraineté. Ça, pour moi, c'est une abdication de leadership. Il faut avoir confiance qu'on va aller chercher plus de monde en parlant intelligemment et clairement de la souveraineté. C'est ce que j'espère que le Parti québécois pourra recommencer à faire. Parce que, comme je vous le disais dans nos statuts, si Québec solidaire ou le Parti québécois devenait clairement souverainiste sur ce plan-là, c'est sûr qu'il faudrait collaborer. Parce que Action nationale, selon moi, ne divise pas le vote. Il augmente le choix dans le vote. Il y avait le non avec le Parti libéral et la CAQ qui disent non, on va rester une simple province. Il y a les peut-être avec Québec solidaire et le PQ, puis il manquait un oui. Puis Action nationale remplit ce vide-là qui ne devrait pas exister. Donc sur le plan Marois, moi, c'est pas la raison comme telle que j'ai quitté le Parti québécois, parce que avec ce plan-là, comme je disais, ça n'exclut rien. On pourrait avoir des chefs très décidés et très clairs. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus clair que de dire précisément ce qu'on veut faire, et non de donner une option qui n'exclut rien. Je trouve qu'on se définit mieux quand on dit précisément ce qu'on veut. Oui? Je voudrais vous entendre sur, si on serait souverain, la monnaie. La monnaie, ça aussi, c'est un autre argument. Quand j'y pense, je le mentionne toujours d'entrée de jeu aussi. Les fédéralistes nous font peur souvent, ou le Canada nous fait peur souvent en disant que si on devenait souverain, ils refuseraient qu'on utilise le dollar canadien.
ce serait le premier pays, le Canada, à vouloir qu'on utilise le dollar canadien si on devenait souverain, pour la simple et bonne raison que les devises, encore une fois, je viens de ce marché-là, je dis n'importe quoi, les devises sont à peu près le bien qui s'échange le plus facilement sur les marchés internationaux. Il n'y a pas un pays qui peut empêcher un autre pays d'utiliser sa monnaie. Demain matin, le Québec pourrait utiliser l'euro ou le yen s'il voulait. Il n'y a pas de loi contre ça, il n'y a personne qui peut l'en empêcher parce que c'est des marchés très, très libéralisés. Et donc, si le Canada nous forçait à abandonner le dollar canadien, ça veut dire tout simplement qu'il faudrait vendre nos dollars canadiens pour acheter une autre devise. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est libellé en une devise. Ça veut dire qu'il faut qu'on l'achète, cette devise-là, quand on utilise cette devise-là. Donc, si on vendait nos dollars canadiens du jour au lendemain pour soit avoir un dollar québécois ou adopter une autre devise, ça ferait qu'à peu près 20% à 25% de la masse monétaire canadienne serait à vendre. Ce qui serait un choc terrible sur les marchés financiers pour le Canada. Et le Canada serait le premier pays, la première entité à souhaiter qu'on utilise le dollar canadien. Du côté des souverainistes, je pense que c'est à court terme, l'option la plus raisonnable parce que, pour la simple et bonne raison qu'on fonctionne déjà avec cette devise-là, on y est habitué. Et pour l'instant, il faudrait trouver une devise dont la structure industrielle, disons, où la politique monétaire se rapproche le plus de nos intérêts. Et le dollar canadien est un bon candidat à ce titre-là. Ceux qui pensent qu'il faudrait avoir un dollar québécois pour avoir notre propre politique monétaire, parce que si on devient un pays et qu'on adopte le dollar canadien, on n'aurait plus de contrôle sur la politique monétaire. Rassurez-vous, on ne perdrait rien en le gardant parce qu'on n'a déjà aucun contrôle sur la politique monétaire. C'est vraiment l'Ontario et de plus en plus l'Ouest qui dicte la politique de la Banque centrale du Canada. Donc le Québec n'a déjà pas un mot à dire là-dedans. Donc si on gardait le dollar canadien, on ne perdrait rien. Si un jour on veut se donner un dollar québécois, ce n'est pas une impossibilité, sachant très bien que certains spéculateurs sur les marchés mondiaux veulent toujours tester une nouvelle devise, ce serait un petit obstacle de plus à garder à l'esprit si on voulait se créer notre propre monnaie. Mais le fait de garder le dollar canadien dans les premières années de la souveraineté, ce serait assez logique à mon sens. Le premier qui parle, je ne vois pas. D'un point de vue politique, je ne sais pas si vous pouvez nous dire ça à l'avance, savez-vous si vous allez présenter les candidats et dans quelle circonscription, à savoir Sherbrooke? L'objectif d'Option nationale, c'est d'avoir 125 candidats, un dans chaque circonscription, sauf que vous savez que le système actuel au Québec fait en sorte que le premier ministre, et ça c'est pas juste M. Charest, ça a toujours été ça, le premier ministre est le seul régent qui décide la date qui l'avantage. C'est une aberration totale qu'il faut corriger, c'est dans notre plateforme d'ailleurs, des élections à date fixe, ça urge au Québec. Donc si M. Charest déclenche le mois prochain, ça va avoir été difficile de trouver 125 candidats, on n'aura pas ça. Mais plus le temps avance, plus on aura le temps de s'installer dans toutes les régions solidement et d'avoir des candidats crédibles et solides. Donc l'objectif, c'est 125, mais comme je vous le dis, ça dépend de ce que le premier ministre choisira comme date d'élection. Vous trouvez des gens un peu? Pardon? Oui. Avez-vous commencé à recruter? Oui, en fait, depuis que j'ai quitté le Parti québécois et qu'on a dit qu'on allait travailler un parti, on a reçu des milliers de courriels de partout au Québec, des gens de toutes les régions, de toutes les sphères d'activité, de tous les âges aussi, beaucoup de jeunes en majorité, mais de tous les âges, qui veulent s'impliquer, qui veulent monter un exécutif dans notre région, qui veulent même être candidats. Et on prend tout ça en note, et à mesure qu'on fait le tour et que les choses s'installent, bien, on établit notre structure. Donc c'est un travail de fou, fonder un parti, on s'en rend compte. D'ailleurs, je vous présente ma collègue Geneviève, qui est là-bas au fond, très discrète, mais sans qui il n'y aurait sans doute pas d'Option nationale, donc merci. Mais c'est un projet de fou, c'est des heures de fou pour tous les bénévoles, pour tous ceux qui sont impliqués là-dedans, mais quand on y croit, ça se fait très bien. Puis, je regarde l'histoire passée dans le Québec, là, les souverainistes du début, là, Parizeau, Lévesque et compagnie, c'était presque à 0% la souveraineté quand ils ont commencé à travailler pour ça. Et ils ont fait monter ça à 40% en 1980, à 50% en 1995. Je trouve qu'il y a une belle tendance qu'il faudrait garder. Donc, il faut vraiment qu'on y travaille, même si c'est beaucoup d'efforts, qu'il faut se battre contre les médias, qu'il faut se battre contre l'argent des partis, des vieux partis. Parti québécois, Parti libéral et maintenant Legault, c'est à coups de millions qu'ils vont faire la prochaine campagne électorale. Nous, c'est des dons populaires, c'est les militants qui nous donnent 5, 10, 20, 100 ou comme ils peuvent. Donc, c'est un financement qui est moins rapide que de faire un grand cocktail avec 200 ingénieurs qui donnent chacun 1 000 $. Et je vous dirais que ce n'est pas les méthodes qu'on veut emprunter non plus. Il y a moyen de gagner une élection sans, je dirais, s'abaisser à ce genre de financement. Et d'ailleurs, dans notre plateforme, on est pour un financement 100% public des partis politiques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une personne qui pourrait donner et attendre quelque chose en retour. Et ceux qui pensent que ça coûterait cher en impôts, ça coûterait moins cher. Actuellement, il y a des crédits d'impôt qui sont donnés à tous ceux qui font des dons. Donc, non seulement vous faites un don à un parti et vous attendez le retour d'ascenseur, mais en plus, vous recevez un crédit d'impôt pour votre don. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas en ce moment, et c'est des millions ça, que ça coûte en crédit d'impôt. Donc, si le gouvernement finançait directement les partis, ce serait à peu près kiff-kiff sur ces crédits-là, mais en plus, et surtout,
on sauverait des milliards, et des centaines de millions, voire des milliards en collusion qui seraient maintenant disparus parce qu'il n'y aurait plus de retour d'ascenseur. Donc, on est rendu là, il faut faire un financement 100% public. Oui? Oui, à partir de combien de référendums qu'on peut faire avant de se dire que les Québécois n'en veulent pas de la souveraineté? Par exemple, admettons que le Front national en vient à être élu, fait un référendum sur la souveraineté, vous perdez, est-ce que c'est la mort de Front national ou on va continuer jusqu'à temps qu'on ait la souveraineté? Bien, c'est une bonne question. Il y a une question similaire qui m'est posée souvent, c'est si vous perdez votre comté à la prochaine, allez-vous continuer? Et je dis tout le temps, ça dépend des résultats. Si les Québécois, un jour, expriment très clairement qu'ils veulent rester au Canada à 83%, je dis un chiffre n'importe lequel, bien, c'est clair qu'il faudra conclure qu'il y a quelque chose de démocratique qui nous dit qu'ils n'en veulent pas. Mais en 1995, ça a été prouvé par la suite, il y a eu de la triche dans le référendum. Il y a eu beaucoup trop d'argent dépensé dans le camp du non. Et il y a eu des gens qui ont été, disons, naturalisés canadiens beaucoup plus rapidement que la norme. Et évidemment, ces gens-là votaient majoritairement non. C'est ça sur quoi le Canada comptait. Donc, ça va dépendre du résultat. Si le résultat dit que la souveraineté est bien vivante, mais à cause d'un contexte électoral, j'ai perdu mon comté et il y a des députés souverainistes qui ont perdu leur comté, moi je continue à me battre. Mais le jour où moi j'aurai conclu que les Québécois ne veulent clairement pas de la souveraineté, je vais arrêter de me battre contre la démocratie. Sauf qu'en ce moment, je suis convaincu qu'en en parlant intelligemment, on va les convaincre très majoritairement de se faire un pays. Vous satisfait de quel pourcentage pour faire la souveraineté? 50 plus 1, c'est la démocratie. 50 plus 1, c'est la démocratie. Ils ont à peu près gagné par 50 plus 1 la dernière fois. La France est entrée dans Maastricht par à peu près la même. La démocratie, on y croit ou on n'y croit pas. Donc, quand on dit que la majorité gagne la démocratie, il faut la respecter dans tous les cas, même ceux qui sont contre le projet en question. Moi, j'étais contre qu'on reste au Canada en 1995. Le non a gagné, je l'ai respecté. Des choses très, très positives à dire pour le Québec. Ceux qui se demandent si on serait reconnu sur le plan international au lendemain d'un oui, n'ayez aucune espèce de doute là-dessus. Les derniers pays qui ont acquis leur souveraineté l'ont fait avec des mitraillettes et ils ont été reconnus le lendemain. Nous, on le ferait avec des X sur un bulletin de vote. En 1995, on a perdu en se faisant flouer. Il n'y a pas eu une claque d'en face de données. On est extrêmement démocratique et pacifique ici. S'il y a quelqu'un qui doute qu'on serait reconnu, détrompez-vous, on serait reconnu immédiatement par nos voisins, par la France, par tout le monde. Donc, le Québec a tout à gagner. Justement, pendant qu'on parle de référendum, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai cru comprendre que dès le moment où l'option nationale serait élue, vous entendriez le processus référendaire. Compte tenu du fait qu'il y a plus tant de gouvernements qui sont élus avec plus de 50% de la population, est-ce que vous ne croyez pas que ce serait préférable d'attendre une fin de mandat pour se garder quelques années pour convaincre les gens? Votre question touche à la question est-ce que c'est une élection référendaire ou non? En fait, l'option nationale ne prône pas l'élection référendaire. On prône l'écriture d'une constitution dans laquelle il y aurait des valeurs de base et dans laquelle il y aurait une déclaration de souveraineté. Et ça, ce serait entériné par la population en général, le plus large possible. Il y a 95% du monde qui est allé voter en 1995, c'est magnifique. Donc, la souveraineté ne se fera pas sans que la population dise oui. Je ferai une parenthèse là-dessus. Parenthèse que je ferais, c'est que vous savez, le Québec est entré dans le Canada sans référendum, sans même avoir eu une campagne électorale sur le sujet. Ça a été un simple vote du Parlement qui a fait entrer le Québec dans le Canada. Donc moi, personnellement, je trouverais tout aussi légitime d'en sortir par un simple vote du Parlement. Sauf que c'est pas parce que la première fois, en nous faisant entrer dans le Canada, on nous a fait une mauvaise passe antidémocratique qu'il faut s'abaisser aux mêmes tactiques pour en sortir. Je pense qu'on est capable, encore une fois, en parlant intelligemment et clairement des avantages d'un Québec souverain, de convaincre une majorité de la population de voter pour ça. Et ce serait beaucoup plus démocratique que les méthodes qui ont été utilisées pour nous faire entrer dans le Canada. Et d'ailleurs, pour ceux qui parlent on parlait de la dette tantôt, là, quand on est entré dans le Canada, quand on nous a forcé finalement cette union-là, le Québec avait à peu près pas de dette. L'Ontario, qui était là au Canada, était endetté. Et cette dette-là a été mise dans le même gros paquet, dans un esprit de franche camaraderie, comme je dis souvent. C'est-à-dire que si on négociait la dette, à partir de ce moment-là, avec un petit taux d'intérêt, ils nous doivent des milliards. Donc, ceux qui s'inquiètent pour la dette, il faut négocier sérieusement là-dedans. Oui? Qu'est-ce qui vous a intéressé par le projet du transfert qu'on aurait suspendu pour vous arriver au premier de l'économie? Bien, en fait, c'est que ça touche à peu près à tout. Ça touche le plan des emplois. Il y aurait des milliers d'emplois créés au Québec avec ça. Les technologies québécoises seraient utilisées là-dedans, notamment le moteur roue. La question, c'est sur le monorail suspendu là, qui relierait toutes les grandes villes du Québec. À la base, c'est que pour le même prix, on pourrait relier plusieurs villes plutôt que simplement Québec-Montréal avec un TGV. Parce qu'un TGV coûte presque 40 millions du kilomètre.
alors que le monorail, c'est le tiers de ce prix-là pour chaque kilomètre construit. Donc, on pourrait relier non seulement Québec et Montréal, mais des villes comme Sherbrooke, Trois-Rivières, Drummondville, Gatineau, etc. Ce qui ferait en sorte non seulement de rapprocher les communautés entre elles, parce que c'est un train qui va quand même 250 km/h, mais comme je vous le disais, technologie québécoise, le moteur roux, un train qui serait alimenté à l'électricité, évidemment, ça créerait des milliers d'emplois. Et en plus, ça marche mieux que le TGV dans les intempéries, parce que c'est un train qui est suspendu. Et le chapeau sur les roues fait en sorte qu'on se fout un peu du verglas, de la neige ou de la pluie. Donc, il y a tous les avantages. Il va un peu moins vite en vitesse de pointe que le TGV. Mais comme le TGV a une vitesse de départ et d'arrêt beaucoup plus lente que le monorail, sur Montréal-Québec, ça paraît à peu près pas. Donc, il y a beaucoup d'avantages à faire un monorail plutôt qu'un TGV qui est discuté en ce moment. Et surtout, je dirais, sur le plan technologique et rapprochement des régions. Oui? Vous semblez très critique envers les médias parce qu'ils se dirigent beaucoup à droite. Cependant, dans un Québec indépendant, les médias seraient les mêmes. Alors, est-ce que le Québec indépendant pourrait réellement être un peu plus à gauche que le Canada? Ce sera à la population de le décider parce qu'enfin, on aura un débat normal gauche-droite au Québec. Parce que vous savez que tant qu'on est une province, ce débat-là est un peu futile. Parce que si on a un gouvernement de gauche au Québec, pendant qu'on a un gouvernement de droite au Canada avec les mêmes impôts qu'on paye, il y a des politiques qui peuvent se faire concurrence de gauche et de droite avec les mêmes impôts, ce qui est une incohérence totale. Le jour où le Québec contrôlera tous ses impôts et donc on aura un seul gouvernement national, la population choisira entre la gauche et la droite. Et la prédiction, je ne suis pas devin, mais la prédiction, c'est que selon les gouvernements et selon les contextes, on alternerait entre un gouvernement de centre-droite et un autre de centre-gauche, comme dans bien des pays du monde où c'est la droite et la gauche qui succèdent au pouvoir selon les contextes. Mais en ce moment, si on voulait dire que le Québec est à gauche ou à droite, ce serait un peu futile parce qu'il y a un autre gouvernement au-dessus qui, avec nos impôts, fait ce que bon lui semble. Et ce n'est pas toujours aligné, je dirais même c'est rarement aligné avec ce que le gouvernement du Québec veut faire. Donc, moi, naturellement, je suis plutôt de centre-gauche. Et la plateforme le reflète un peu. Là, je suis tout à fait d'accord avec la plateforme d'Option nationale. Sur plusieurs points, je suis en accord. Donc, des choses comme la gratuité scolaire et la nationalisation des ressources naturelles, c'est vu comme étant plus de centre-gauche. Mais ce n'est pas du tout du communisme de nationaliser les ressources. La plupart des pays le font. La Norvège l'a fait. Ils ont un fonds de 500 milliards pour une population plus petite que le Québec. C'est 4 fois la caisse de dépôt. Et quand ils ont fait ça, il n'y a aucune compagnie privée qui a fui le pays en criant au communisme et en envoyant Fidel Castro, le premier ministre norvégien. C'est juste le fait de se dire que ces ressources-là appartiennent à la collectivité. Il faut concrétiser cet état de fait-là. Donc l'État doit être maître d'œuvre de ce qui se développe et doit déterminer la répartition des richesses entre l'État lui-même, donc la collectivité, et le privé qui va être celui qui fait l'exploration, la distribution, l'extraction, tout ça. Donc le privé va encore collaborer là-dedans si on nationalise les ressources. Ça va être exactement comme Hydro-Québec, qui est le meilleur exemple de nationalisation au Québec. On n'a jamais regretté ça, c'est une magnifique décision économique. Et quand Hydro-Québec construit un barrage de plus, ce n'est pas les fonctionnaires qui le font, c'est des firmes privées de construction et d'ingénierie. Sauf que c'est l'État qui est maître d'œuvre et les profits viennent à l'État. Donc c'est tout à fait dans cette ligne-là qu'on nationaliserait les ressources. C'est vu comme étant de centre-gauche, mais je vous dirais que c'est beaucoup plus du gros bon sens que les propriétaires d'une ressource, qui sont la population, soient le premier bénéficiaire de la vente de ces ressources-là. Actuellement, pour utiliser les chiffres des 10 dernières années, là, il s'est extrait pour environ 50 milliards de ressources de notre sous-sol et on a eu un peu moins que 500 millions de redevances là-dessus, c'est-à-dire moins de 1%. Donc, le propriétaire a reçu moins de 1%. 99% de la richesse est allée à quelqu'un d'autre que le propriétaire. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Et quand le gouvernement actuel vous dit que notre régime de redevance est parmi les meilleurs, encore une fois, il termine sa phrase-là, et ce qu'il faut dire, c'est oui, sur les redevances en tant que telles, peut-être, mais quand on considère les crédits d'impôt qui sont donnés à ces firmes-là, ça annule toutes les redevances. Donc, il faut regarder les Anglais disent le big picture, il faut regarder le plan global sur les ressources naturelles, et en ce moment, on ne retire absolument pas assez de cette richesse-là qui nous appartient. Oui? Oui? Oui, je voulais savoir, vous dites qu'il y a toujours des valets qui vous montrent et que vous avez la chance pour la gratuité scolaire. Alors, moi, je vous demande, autrement qu'en imposant une population qui est déjà incroyablement imposée. La question, c'est comment? C'est en fait comment vous... Parce que vous dites qu'il y a toujours quelqu'un qui vous demande comment vous comptez payer la gratuité scolaire. Alors, moi, c'est ça ma question. Et une autre solution qu'en imposant une population qui sera moins... Comment payer ça? Bien, premièrement, ce ne serait pas une augmentation des impôts immédiats pour payer la gratuité scolaire. À court terme,
ou à moyen terme, ça se payerait automatiquement. Mais si vous voulez savoir des sources de revenus, si on nationalise nos ressources naturelles, c'est des centaines de millions de plus qui rentrent dans nos coffres, tout à fait logiquement. Si on arrête la collusion en ce moment, qui nous coûte des milliards de dollars en fonds publics, on a moyen de se payer facilement la gratuité scolaire. Il y a bien des choses à faire en ce moment au Québec, déjà avec l'argent qui est dans le système, qui couvre ça et bien plus. Mais c'est quoi qui nous empêche de faire maintenant? La volonté politique. La collusion actuelle bénéficie aux partis en place, parce que cette collusion-là vient du financement du parti en place. Les ressources naturelles, les lobbies des compagnies minières et pétrolières ont plus d'écoute dans l'oreille de ce gouvernement-là que la population qui dit c'est à nous. Donc la volonté politique n'y est pas du tout. Demandez à Jean Charest s'il est pour la nationalisation des ressources, il va en rire, il va essayer de le tourner en ridicule. Il sait très bien que c'est la meilleure chose à faire. Demandez-lui s'il est pour le financement public des partis. Il va vous dire non, les gens devraient avoir le droit d'encourager la démocratie en faisant un don au parti de leur choix. Hein? C'est très rarement par amour de la démocratie qu'une firme d'ingénieurs donne 50 000 $ à un parti politique. Donc il faut arrêter d'être d'aussi mauvaise foi dans le cas du gouvernement. Il y a un manque de volonté politique. De l'argent dans le système au Québec, il y en a amplement pour payer la gratuité scolaire et bien d'autres choses. Et je suis d'accord avec ce point-là. Oui. Dans votre plateforme, vous mentionnez la création de conseillers régionaux. Je voulais savoir, ça serait quoi leur rôle réellement, ça serait quoi leur pouvoir décisionnel qui Ça vient du débat sur les commissions scolaires et sur les agents de la santé. Il y a M. Legault qui est revenu avec son plan de faire le tour du Québec avec une scie à chaîne et d'aider tout ce qui est commission scolaire, tout ce qui est agence de la santé, sans trop se poser de questions est-ce qu'on ne peut pas juste restructurer. Et l'idée derrière les conseils régionaux, c'est que dans chaque région du Québec, on regrouperait ce qui est commission scolaire, agence de la santé et CRE, conférence régionale des élus, sous un seul conseil régional qui aurait les pleins pouvoirs sur ce budget résultant-là dans la région donnée. C'est basé simplement sur le fait que, et moi je le sais bien, je viens d'une région, je représente Nicolet-Yamaska, c'est plutôt rural. Les régions, partout dans le Québec, n'ont pas les mêmes priorités, les mêmes problèmes, les mêmes objectifs. Par exemple, la réalité de l'urgence au centre-ville de Montréal, l'urgence à l'hôpital, n'est pas la même que Nicolet. L'urgence peut être bourrée en pleine nuit à Montréal. À Nicolet, c'est assez rare. Le transport scolaire, à Montréal, les enfants, ils vont à pied ou en métro à l'école. À Nicolet, il y en a qui font 45 minutes à 1 heure d'autobus pour se rendre à l'école. Donc, vous voyez que les réalités sont bien différentes et c'est chacune des régions qui devrait gérer ces budgets-là à son avantage. Donc, les commissions scolaires, quand on dit éliminons-les et le problème est réglé, bien, dès le lendemain, vous allez voir des écoles se regrouper pour s'offrir des services communs. Ça s'appelle une commission scolaire. Donc, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il faut améliorer le système des commissions scolaires dans certains cas et qu'il y a des améliorations à apporter. Ça, c'est vrai, autant au privé qu'au public. Et j'insiste là-dessus. Les gens comme M. Legault qui ont la méthode business et qui pensent que tout se règle comme une compagnie privée, qui pensent que tout ce qui est au public est nécessairement inefficace et tout ce qui est au privé est efficace, bien, c'est pas vrai. Si vous entrez dans une compagnie de 20 ou 30 000 employés, vous allez trouver autant de rationalisation à faire que dans un grand ministère, c'est sûr. Et d'ailleurs, ceux qui pensent que le privé, c'est un mirage à chaque fois, des compagnies qui démarrent et qui survivent plus que 5 ans sont très minoritaires. Donc, si le privé avait toujours la bonne idée, il n'y en aurait pas de faillite. Mais il y en a beaucoup. Parce que c'est risqué s'en aller dans le privé, puis ils ont les mêmes problèmes réalistes qu'un ministère qui est rendu gros, puis qui doit gérer des programmes nombreux et compliqués. Donc, évidemment qu'on peut améliorer commission scolaire et agence de la santé, mais moi, je pense qu'il faut les regrouper ensemble. Puis là, il y aurait une rationalisation. Et le budget résultant resterait dans les régions. Est-ce qu'il y avait un plus gros budget que leur serait alloué pour je pense que oui, parce que si on regroupe des organismes ensemble avec le même budget, il va y avoir des excédents. Et moi, je suis plus un supporter de dire améliorer vos services avec le même argent que de dire on vous coupe l'argent, donnez les mêmes services. C'est très différent comme mentalité, comme point de vue. Et ceux qui disent on va simplement couper les budgets, mais rationaliser pour donner les mêmes services, je trouve que c'est pas très favorable au développement des régions, en tout cas dans ce contexte-là. Donc nous, on serait plutôt favorable à dire vous avez le même budget, mais si vous rationalisez tout ça et que vous avez une entité par région, vous allez avoir des excédents qui vont pouvoir retourner vers les services à la population. Donc ça nous semble beaucoup plus logique d'avoir des conseils régionaux. Oui? Je veux juste arrêter la désinformation, parce que le plan de M. Legault, c'est un petit peu comme vous. Il veut créer des centres de services. Donc, vraiment, c'est faire rentrer la commission scolaire et les centres de... Je disais ça parce que je connais M. Legault et je n'ai jamais entendu parler de l'abolition des commissions scolaires avant qu'il veuille courtiser la DQ. Alors, je sais bien qu'il veut être premier ministre. Je le respecte autant que Mme Marois et M. Charest qui veulent être premier ministre. Moi-même, si je suis élu majoritairement, je vais l'assumer. Mais je vous dirais que François, ce qui me déçoit beaucoup de lui, je le respecte beaucoup comme personne,
mais comme politicien, je trouve qu'il a tellement abandonné ses propres convictions. Lui-même a écrit un document en 2004 qui s'appelait « Le courage de changer », dans lequel il disait qu'on ne pourrait jamais régler nos problèmes en santé et en éducation tant qu'on serait une simple province. Donc je pense qu'il aurait dû renommer ce document-là « Si j'avais le courage de changer ». Parce que maintenant, il revient en disant... En l'inverse, réglons nos problèmes avant d'être un pays. Puis je reviens à la même question qu'au début. Si tous les pays du monde s'étaient dit on va régler nos problèmes avant d'être souverains, il y aurait juste des provinces de la planète, il y a quelque chose qui marcherait pas. On a tous des problèmes à régler, mais il faut avoir les moyens de les régler, ces problèmes. J'aimerais poser une question à propos de l'immigration, des communautés culturelles, de la communauté anglophone aussi, dont je viens les deux. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous planifiez de faire pour sensibiliser les gens, parce que la réalité, c'est que bien sûr, les nouveaux immigrants, ils ont des cours de francisation, c'est plus facile de lancer dans le travail en français. Mais pour tous les immigrants qui ont venu il y a 30-40 ans, ils ont commencé à travailler, ils connaissent un peu d'anglais, ils sont intégrés dans leur communauté et sont capables de survivre sans le français. Ils n'ont pas vraiment de rattachement avec la culture québécoise, sauf leurs enfants qui, à cause de la loi 101, ils ont été dans l'école française. Qu'est-ce que vous... La question porte sur les communautés anglophones et allophones, donc comment les inclure au projet, en leur parlant. Et je peux vous dire aussi qu'au Parti québécois, il y a eu une certaine abdication de ce côté-là. On les considère comme perdus d'avance. Il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont mis de ce côté-là. Je parle l'espagnol couramment, je parle l'anglais couramment. Je me suis offert à de nombreuses reprises au Parti québécois pour aller voir ces tribunaux à travers leur chambre de commerce ou leur comité, leur collectivité locale. Ça n'a jamais été repris comme projet parce qu'ils ont comme l'hypothèse que c'est perdu d'avance. Vous parliez des cours de francisation des nouveaux arrivants. Je suis allé visiter une classe récemment à Montréal, au Cégep du Vieux-Montréal. Il y avait une cinquantaine de nouveaux arrivants. Et je suis sûr que si on avait fait un référendum à la fin de 2 heures de conférence, ça passait. Ce que je leur ai expliqué clairement qu'ils sont aussi québécois que nous autres. Ils vont bénéficier d'un Québec plus prospère qui décide de son propre avenir. Ils vont vivre dans ce même pays-là que nous. Donc, ils ont tout à gagner. Et je leur disais qu'ils pourraient passer du statut de nouvel arrivant au statut de cofondateur d'un pays. Et c'est vrai. Donc, et au jour 1 de la souveraineté, on est tous Québécois de souche. Tous ceux qui habitent dans ce nouveau pays-là, au jour 1, sont aussi Québécois que n'importe qui, qu'on soit né ici, qu'on vienne d'arriver. Donc, les communautés culturelles et les anglophones, il ne faut pas les prendre pour perdus. Au contraire, moi, je suis convaincu qu'on peut leur parler clairement des avantages qu'eux-mêmes auraient à vivre dans un Québec-pays plutôt qu'un Québec-province. Et évidemment, je ne pense pas pouvoir avoir 95% de oui dans la communauté anglophone de Westmount ou de Darcy McGee. Ils ont voté 3% oui au référendum dans Darcy McGee, je pense, de mémoire, en 1995. C'est assez violemment à l'opposé de la souveraineté. Mais je pense que, globalement, les anglophones et les allophones au Québec pourraient et devraient être convaincus des bienfaits d'un Québec souverain. Comme je vous le dis, c'est peut-être moins naturel pour eux de vouloir se séparer du pays qui parle la même langue qu'eux. Mais ils vivent au Québec et ils sont inclus au Québec et moi je dirais qu'ils sont même les bienvenus au Québec. Oui? Moi j'aurais une question sur notre taux de vote qui est en forte baisse. Comment pensez-vous faire pour remédier à ce problème-là? Parce que là on est rendu à même pas 56%. Comment vous allez faire? Je pense que ce qui manque, c'est la sincérité. Quand on voit des politiciens, tous partis confondus, qui ont vraiment l'air de réciter une cassette, comme dit une de mes amies qui parle comme un derrière de boîte de céréales, qui ont leur ligne en tête. Des fois même, on voit leurs yeux monter pour se souvenir de leur ligne avant de dire la phrase. Quand on voit des gens comme ça, qui sont programmés pour passer un message, qu'ils soient d'accord ou non avec, ça n'incite pas à les voter. Et je pense que la sincérité apparente de certains nouveaux politiciens va aider les gens à venir aux urnes. Et évidemment, si le message est intéressant et emballant, ça va les inciter à les voter aussi. Et c'est pour ça que dans la plateforme d'option nationale, il y a selon moi plusieurs projets qui sont très emballants. Nationalisation des ressources naturelles, je trouve que ça devrait inciter les gens à aller voter pour ça. Gratuité scolaire aussi, le monorail aussi, plein d'autres choses. Et évidemment, le projet de souveraineté, qu'on décide nous-mêmes de ce qu'on veut devenir. Et il me semble que ça devrait inciter les gens à aller voter oui ou voter pour ça à une élection. Oui? Qu'est-ce qui distingue le programme de Commission nationale et Québec solidaire sur la souveraineté, mais aussi tout le reste? Québec solidaire, en fait, je dis souvent cette question-là aussi, pourquoi je ne me suis pas joint à Québec solidaire plutôt que de fonder un nouveau parti. D'entrée de jeu, Québec solidaire, à sa conférence de fondation, à son congrès de fondation, il y avait des discussions à savoir est-ce qu'on sera souverainiste ou fédéraliste comme formation. Ils ont choisi d'être souverainistes, mais ça montre quand même que ce n'est pas la raison d'être du parti. Et je suis convaincu qu'il faut que ce soit la raison d'être d'un gouvernement qui arrive au pouvoir de faire la souveraineté pour que ça se fasse.
Et deuxièmement, quand M. Kadir s'est réjoui de la victoire de près de 60 députés du NPD dans les dernières élections, quand le bloc a été balayé, c'est pas non plus ce que j'appelle un souverainiste conquis. Donc, je dirais que ce qui distingue la plateforme en tant que telle, c'est que Québec solidaire est beaucoup plus axé sur la cause sociale, ce qui est très bien, il en faut dans toutes les plateformes. Mais la raison d'être de Québec solidaire, c'est plus le social et le collectif que la souveraineté du Québec. Je dirais que la raison d'être d'Option nationale, c'est clairement de faire du Québec un pays avec des préoccupations sociales dans la plateforme. Mais l'article 1 du programme est assez clair. Le Québec devrait devenir un pays si Option nationale était élue, et c'est ce qui distingue pas mal Québec solidaire d'Option nationale. Ceci dit, s'il y avait un regroupement pour une campagne référendaire ou autre, je suis à peu près convaincu que Québec solidaire serait dans le camp du oui, tout comme le Parti québécois. C'est pas ça le point, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'ils sont assez clairement là-dessus, est-ce qu'ils parlent assez clairement à la population de pourquoi il faut être un pays, sans arrêt, c'est comme ça qu'on est avec le monde. Et c'est là-dessus, je pense, qu'on se distingue clairement. Oui, au fond? J'ai pas entendu. Oui. Préambule, la question c'est registre des armes à feu, c'est quoi la position de l'Option nationale et la mienne? Disons, je vous connais la mienne en tout cas, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça au Congrès. Le Congrès, c'était le 25 février. Mais premièrement, il s'est passé quelque chose d'assez aberrant. Le Québec avait payé pour son registre des armes à feu, et quand le Canada a décidé d'éliminer, même si ça avait coûté des millions et des millions, ils ont refusé de nous donner les données pour qu'on conserve notre propre registre, ce qui était un choix unanime de l'Assemblée nationale. Ça, c'est la réalité. Encore une fois, ça illustre très bien que le Canada s'est complètement foutu des millions qu'on avait gaspillés là-dedans parce qu'ils ont coupé les données. Maintenant, ma position personnelle, pour avoir parlé à plusieurs policiers qui me disent invariablement que les policiers consultent ce registre-là des milliers de fois par jour, je suis fortement en faveur d'un registre des armes à feu pour que les policiers sachent quand ils interviennent dans une maison ou une entreprise quelconque ou un lieu quelconque qu'il y a ou non une arme à feu. C'est pas infaillible. Il pourrait très bien avoir une arme enregistrée là, puis le gars n'est pas là avec son arme, ou l'inverse, qu'elle ne soit pas enregistrée et qu'il y en ait une. Mais au moins, quand le registre leur dit qu'il y en a une, c'est certain qu'ils sont doublement plus précautionneux, disons, dans leur approche. Donc, je suis fortement en faveur d'un registre des armes à feu. C'est pas une question de culpabiliser les chasseurs qui sont très honnêtes et qui ne tirent rien d'autre que des perdrix. Donc, s'ils veulent continuer leur sport, ils ont bien le choix, mais pour la sécurité de la population et des policiers, je suis favorable au registre des armes à feu. Oui. On a eu la question des médias tantôt. Je me demandais dans le Québec national, comment vous gérez les médias? Est-ce que vous pensez vers une société d'État comme en tout en limitant les secteurs privés comme le Québécois, comment essayer le recours à... Ce qu'on dit dans la plateforme, c'est qu'on veut une commission là-dessus qui ferait des recommandations, une commission objective qui ferait des recommandations au gouvernement. Actuellement, au Québec, on peut dire que nos médias sont très concentrés. Quand on regarde Jessica et Radio-Canada, qui ont à peu près les mêmes nouvelles l'un l'autre et qui collaborent, et quand on ouvre par exemple le Journal de Montréal, qu'on regarde LCN et que c'est les mêmes nouvelles dans le même ordre, ça montre la concentration des médias. Donc on voudrait une commission qui se pencherait en profondeur là-dessus et qui nous dirait qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer une liberté de presse et assurer le droit à l'information. Parce que quand l'information est trop contrôlée par des conglomérats qui ont des objectifs clairement financiers et économiques, ben c'est peut-être pas l'objectivité la plus évidente qui ressort tout le temps dans la couverture. Donc, et là, le simple fait de dire ça dans notre plateforme, ça nous aide peut-être pas à être couverts par les médias, évidemment. Mais quand on a des convictions, moi je suis convaincu que c'est ce qu'il faut faire, analyser le rôle des médias et la concentration. On va continuer de le dire. Et à savoir si on devrait avoir une télé ou un diffuseur d'État, je pense que oui. Parce que la plupart des pays ont un télédiffuseur ou un diffuseur d'État et ça donne souvent la meilleure radio et la meilleure télé au monde. On pense à la BBC. On pense à Radio-Canada, CBC aussi, qui est une entreprise, pas d'entreprise, une organisation de qualité en général. Je n'aime pas toujours leur message fédéraliste, mais il y a des grands professionnels là-dedans. Donc je pense qu'une télévision d'État serait une bonne idée quand même. On n'a pas déjà Télé-Québec? Excusez de... Ça pourrait justement, est-ce que évidemment, je pense que ça perdrait son nom de Radio-Canada si le Québec devenait souverain. Télé ou Radio-Québec. Télé-Québec, d'ailleurs, qui fait de l'excellente télévision, qui est moins écoutée que la plupart des grands réseaux, mais il y a des émissions fantastiques à Télé-Québec qui sont sous-financées. Oui? Une question sur une des parties de la plateforme qu'il y a sur le site d'Option nationale, qui est sur l'économie sociale. Donc, j'ai vu qu'il y avait, si je ne me trompe pas, favoriser l'économie sociale, de faire une plus grande place à l'économie sociale. Dans un Québec qui veut s'autodéterminer, un Québec qui prend ses décisions, un Québec souverain, c'est quoi la place des coopératives
des entreprises démocratiques? Justement, les coopératives, on l'a vu dans la dernière crise, ce sont les entités économiques qui ont le mieux survécu, simplement parce que ce n'était pas simplement une recherche de profit, mais c'est une recherche de bons services aux membres des coopératives. Donc, c'est clair que si on favorisait ce genre de développement économique-là dans les régions du Québec en particulier, non seulement ça développerait les régions plus vite, mais en temps plus difficile, c'est des entités économiques de façon prouvée par les faits, de façon quantitative, c'est des entités économiques qui survivent mieux. Donc, il y aurait une plus grande place aux coopératives, que ce soit des incitatifs fiscaux ou la facilité de créer une entreprise de forme coopérative ou mutuelle. Les mutuelles aussi sont souvent oubliées, mais c'est des entreprises qui survivent mieux à des crises. Parenthèse, quand une entreprise ne recherche que le profit à très court terme, et c'est malheureusement ce que le système capitaliste est devenu, c'est clair qu'il y aura toujours des hauts et des bas, parce que quand on choisit quelque chose à très court terme sans voir que le trimestre d'après, ce n'était pas la bonne décision à prendre, ça mène toujours à des crises. Il y a un investisseur qui a déjà été l'homme le plus riche au monde, qui s'appelle Warren Buffett, qui a toujours choisi à très long terme des entreprises dans son portefeuille. Il a même évité la bulle technologique dans la spéculation des années 2000. Il se faisait traiter de fou. Quand la bulle a éclaté, il avait l'air d'un génie. Mais il voyait toujours plus à long terme. Donc, dans certaines courtes périodes de temps, il faisait un plus petit rendement que ceux qui allaient vers les profits rapides. Mais sur le long terme, c'est l'investisseur qui a eu le plus grand succès de l'histoire de l'humanité. Disons. Il était l'homme le plus riche du monde en partant de 10 $ d'investissement. Oui, il reste, on dit qu'il reste 1 ou 2 minutes. Peut-être une question de plus, oui. Dans votre plateforme d'adoption nationale, vous avez dit que vous allez adopter un mode de scrutin proportionnel. Ben, Oui. Avec une composante proportionnelle. Ça pourrait être quel mode de scrutin? Bien, c'est ça, c'est qu'il y en a plusieurs. Une chose qu'on voudrait éviter, c'est la proportionnelle pure. Comme en Italie, par exemple. Vous savez qu'en Italie, il y a eu 61 gouvernements depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est presque un par année, parce que le fait que ce soit purement proportionnel crée trop de coalitions, les gens ne s'entendent pas longtemps, puis ça fait tomber le gouvernement, puis il faut toujours recommencer. Sauf qu'il y a des systèmes mitoyens entre ce qu'on a ici, qui est absolument injuste. Ici, c'est uninominal à un tour, qu'on appelle, c'est un gros nombre. Mais ça veut simplement dire que la personne qui a le plus de votes dans le comté devient député, et que c'est le parti qui a le plus de députés qui est au pouvoir. Ça, ce que ça cause comme divergence, disons, dans les résultats entre le nombre de sièges et le nombre de votes, c'est que tous les autres candidats dans le comté qui ont peut-être eu 25-30% du vote ne comptent absolument plus dans le résultat. Donc, il faut insérer une composante de proportionnalité, et un pays comme l'Allemagne l'a assez bien fait. Donc, ce n'est pas une proportionnelle pure, ce n'est pas non plus un système britannique pur comme ici. Ça fait en sorte qu'ils ont des gouvernements, la plupart du temps, majoritaires, mais qui respectent beaucoup mieux la proportion des votes en termes de proportion des sièges. Et aux dernières élections, les nouveaux partis, en fait, sauvent beaucoup de ça. Donc, la dernière élection, Québec solidaire a eu moins de votes que son pourcentage. Et je donnais l'exemple du Parti québécois quand il était nouveau, dans les années 70. Bien, quand ils ont élu 6 députés en 1973, c'était avec plus de 30% du vote. Et ils n'avaient eu que 6 députés à l'Assemblée nationale. C'était une divergence absolument inacceptable. Et il faut parier qu'un nouveau parti comme Option nationale, dans une campagne électorale, aurait sans doute moins de sièges à l'Assemblée que son pourcentage de vote dans bien des comtés. Donc, c'est pour ça qu'il faut introduire une composante de proportionnelle. Quel sera le système précis final? On va faire appel à des spécialistes qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Le principe de proportionnel est dans notre plateforme, mais la mécanique pure et détaillée de la chose va être vue en temps et lieu. Une dernière, oui. Par rapport à l'environnement, je voulais savoir si jamais le plan Nord passe, c'est quoi que ce soit que vous puissiez faire? Mais on peut dire que le plan Nord est déjà passé. Hein. Ça va être difficile d'arrêter ça, sauf que ce qui aurait dû être fait avant que M. Charest parte faire le tour du monde pour publiciser la chose, c'est s'assurer d'un bon régime de redistribution de cette richesse-là. Vous savez qu'il y a une compagnie chinoise qui va faire un des projets plutôt du plan Nord, dans le Grand Nord du Québec, sur 100 ans. Ça va être des dizaines et des dizaines des centaines de millions de ressources qui vont être prises là. Et pendant qu'au Québec, il y a certaines personnes qui ont une petite gêne de nationaliser nos ressources, bien, imaginez-vous que la compagnie chinoise qui vient chercher ça est nationalisée en Chine. Donc, on est gêné de faire chez nous ce que les compagnies nationalisées d'ailleurs viennent faire chez nous. Ça frise le ridicule, effectivement. Et il est grand temps qu'on fasse exactement comme tout le monde sur la planète. Nos ressources nous appartiennent. Si vous les voulez, ils sont à vendre, ils ne sont pas à donner. C'est aussi simple que ça. Mais on ne peut pas freiner le développement du plan Nord, je pense. Il faut juste mieux le faire. Et en fait, c'est positif, le développement de notre économie basé sur nos ressources. On est chanceux de les avoir. Mais il faut le faire dans le respect du développement durable, qui est un mot bien à la mode, mais qui, quand on s'y arrête, vaut la peine. Le développement durable, c'est 3 choses: l'environnement, le social et l'économique. Quand ces 3 plans-là sont respectés, c'est du développement durable. Et d'ailleurs, dans notre plateforme,
dans notre projet de constitution qu'on écrirait et qu'on ferait entériner, il y aurait le respect des principes du développement durable. Donc, ce serait plus fort que n'importe quelle loi. On n'aurait pas le choix au Québec de considérer ces trois choses-là dans tout le développement. Et je pense que c'est une bonne façon de s'assurer que ce soit fait.